En fait, c'est jamais trop tôt pour parler d'impôts. On le voit bien, hein, on se dit ouh là là, oui, les impôts, c'est janvier, février, mars, mais finalement, n'oublions pas que tout ce qu'on va mettre en place dans l'année va nous aider pour l'année suivante. Donc, c'est jamais trop tôt. Coralie, avec qui je collabore maintenant depuis 2 ans. 2 ans. Je vais bientôt avoir 46 ans, maman de 2 enfants, 2 grands-enfants. Quand vous voyez marqué sur mes pages que je collabore avec une équipe diplômée AFA, elle en fait partie et enregistrée aux autorités financières. C'est important de se renseigner aussi, les lois, les votations, changent. Il y a encore une votation qui est prévue à la fin du mois sur la suppression de la valeur locative brute. Si. On se dit c'est super, la valeur locative va être amenée à sauter. C'est génial parce que cette valeur locative était amenée à augmenter finalement le revenu imposable, sauf que la contrepartie, qui va avoir énormément d'incidence sur notre quotidien et puis aussi par rapport à nos clients, c'est qu'on ne pourra plus défiscaliser tout ce qui est frais d'entretien. Est-ce que tu as remarqué des différences dans le cadre de travail entre le job en France et le job en Suisse ? Salut à tous, c'est Jordan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo, ça va être d'échanger avec Coralie aujourd'hui. Coralie, avec qui je collabore maintenant depuis 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans, avec qui j'ai passé mon diplôme AFA et puis maintenant avec qui je collabore aussi sur des dossiers clients. Donc quand vous voyez marqué sur mes pages que je collabore avec une équipe diplômée AFA, elle en fait partie, enregistrée aux autorités financières. Aujourd'hui, elle va pouvoir partager à son tour déjà son parcours. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce que déjà à la base, tu ne travaillais pas en Suisse. Puis après, elle est venue travailler en Suisse dans un secteur d'activité, puis une reconversion, un diplôme. Puis au final, maintenant, tu fais partie des anciens du cabinet et ceux les plus, je vais dire, compétents ou diplômés aussi. Parce que tu avais passé un truc en assurance sur les retraites aussi, non ? Non, j'ai suivi une formation de quelques jours l'année passée, particulièrement sur les particularités des retraites transfrontalières. Ouais, donc ça, France-Suisse, plus l'AFA, oui. plus maintenant manager, donc d'autres conseillers aussi sous toi. Oui. Donc ça fait pas mal de petits De postes. petites casquettes, ouais. Finalement, c'est quelque chose que j'apprécie, de pouvoir jongler entre un quotidien, des responsabilités, du management. Finalement, c'est ce que j'ai toujours plus ou moins cherché. Donc merci Jordan de m'accorder ce temps de parole. Donc ça fait 2 années maintenant qu'on se connaît, 2 années que je navigue dans un environnement totalement différent de ce que j'étais amenée à faire jusqu'à maintenant. Donc moi je vais bientôt avoir 46 ans, maman de 2 enfants, 2 grands-enfants. Mon aîné a 19 ans et le plus petit qui est plus si petit déjà 14. On s'est installé en Haute-Savoie, j'ai suivi le papa des enfants il y a maintenant 20 ans. J'étais enceinte de l'aîné, on était anciennement en Haute-Savoie, en Paris, en région parisienne. Donc Paris jusqu'à tes 20 ans. Ouais, on a pas mal navigué parce que j'ai des parents, notamment mon papa, qui avait pas mal la bougeotte. Ok. Donc on n'a jamais été très loin, hein. On a navigué autour de Paris. Je suis née en région parisienne, on a fait des petits allers-retours. Et puis, bac classique, STT, comptabilité gestion. Ensuite, 4 ans de fac à Orléans. Plutôt bonne élève ? Plutôt partisane, on va pas le dire, hein, c'est pas très... Non, disons que je modérais l'effort. Tu modérais l'effort. Voilà. Parce que... c'est pas forcément, en tout cas mes enfants ne feraient pas qu'ils l'écoutent, mais je comprenais pas forcément pourquoi travailler plus. Donc ça passe, c'est ça ? Ça passe. J'ai une année, première année de fac, fin du premier semestre où je suis allée au rattrapage. Donc là je me suis dit, je m'en rappelle, peut-être falloir bosser un petit peu plus. Parce que le rattrapage m'avait un petit peu inquiétée. Et puis surtout, mes parents étaient sur mon dos. Donc je me suis dit, je vais travailler un petit chouïa en plus, histoire que ça se passe. Et puis effectivement, le DOG en 2 années. Ensuite, la licence. Puis la maîtrise. Alors aujourd'hui, et oui, ça fait plus de 20 ans, c'est des diplômes qui n'existent plus réellement. La maîtrise n'existe plus. C'est un Master 1. Alors du coup, plutôt bons, moyens élèves. Du moins, tu as fait les études. Oui, j'ai fait...
Mais J'ai tenu. Enfin, quand j'ai cette discussion avec mes parents, ma mère me dit tu peux quand même être un peu fière de toi parce que tout le monde ne va pas à la fac, tout le monde ne tient pas 4 années tout en travaillant à côté. Donc oui, enfin voilà. Tu bossais aussi à côté? Ouais, j'ai vu des petits boulots. C'est-à-dire? Des petits boulots. Mes parents avaient un commerce. Ok. Donc entrepreneurs les parents. Ouais, oui. On a une famille assez... entrepreneur. Oui. Oui, non, beaucoup dans le commerce, dans le café, restaurant. Ok. Donc je filais un coup de main à mes parents. Et puis les 2 dernières années, je travaillais au McDo. Au McDo de côté d'Orléans. Où là, c'était surtout les soirs et les week-ends. Donc ça faisait des jolies journées parce qu'on pense qu'à la faculté, on ne va en cours que 2 heures par jour. Moi, dans ce cursus-là, pas. C'était vraiment des journées de 8h, 18h. Et puis 17h, ouais, puis j'enchaînais avec le McDo. Je rentrais, il était minuit à la maison. Je filais un coup de main à mes parents en faisant le ménage dans le bar. Ah, donc Je me couchais. Non, c'était un rythme assez soutenu. Mais je crois que je tiens ça aussi de mes parents, qui sont tous les deux des gros bosseurs. Ils nous ont appris la valeur du travail, la valeur de l'argent. Et au final, j'espère pouvoir inculquer ça aussi à mes enfants aujourd'hui. On n'a rien sans rien. Mhm. Donc oui, j'ai fait des études. Et du coup, des études de quoi? Alors, administration et gestion des entreprises. Ok. Et puis, les 2 dernières années, option marketing, communication. D'accord. Donc là, sur Orléans, stage de fin d'année, fin d'études sur les 2 dernières années. Ou pourquoi j'ai été attirée par la presse, je ne sais pas. Toujours est-il que je suis tombée dans les médias. Donc des stages d'organisation d'événements. Et puis plus particulièrement, après, j'étais rattachée au service de marketing direct, en fait, la gestion des portefeuilles abonnements. Ok. Voilà, tu t'abonnes à un magazine. Moi, j'étais dans ce secteur. Stage de fin d'études. Et puis, j'y suis restée. En fait, j'ai fait... pas 20 ans j'étais diplômée en 2002. Ouais, 15, quand même une petite vingtaine d'années dans la presse. Donc au début, en région parisienne, rattachée à des grands éditeurs de presse. Là, commencé comme assistante abonnement. Donc on mettait en place les différentes opérations de recrutement d'abonnement, la satisfaction client. Ouais, en région parisienne. Mais au final, j'y suis pas restée tant de temps que ça sur Paris. On est vite parti parce que le papa de mes 2 enfants s'est vu proposer un boulot dans la région. Comme lui voulait... En France? En Suisse? Lui, en France. En France. Ouais, sur Salanches. Ok. Lui, il voulait pas rester en région parisienne. En fait, il y avait été un peu parce que moi, dans mon secteur d'activité, j'avais plus de facilité à trouver un boulot en région parisienne, mais lui, il avait cette capacité à pouvoir trouver du boulot partout. Donc, un jour, quelqu'un l'appelle, il s'est vu proposer un boulot sur Salanches, on est venu en week-end. Il a fait son entretien, on a réfléchi pas longtemps. Il y avait des enfants? Non, il n'y avait pas les enfants encore. Même tout juste enceinte de mon aîné, en fait. Et puis même au final, l'idée d'élever un enfant en région parisienne, ça ne nous bottait pas forcément. En tout cas, lui, pas du tout. Moi, oui, parce que j'avais mon cercle d'amis, j'avais ma famille. C'était assez confortable finalement de rester par là-bas. Et puis, il m'a assez rapidement convaincue, je t'ai dit. Ce week-end-là était assez révélateur. On s'était fait un week-end au ski. Je me rappelle, je me revois tous les 2 au repas le soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est bon, il me dit, j'ai été pris. C'est maintenant, on part ou pas. Et puis, on se dit, bon, ok, on part. Et puis, il est parti un petit peu avant moi, parce que le temps que... On déménageait l'appartement. Voilà, on venait d'acheter un appartement. Ah, vous venez d'acheter en plus? On avait eu... C'était le 3e appart qu'on avait en région parisienne. Donc, il a fallu qu'on le vende, mais ça se vend très rapidement. Ah, donc t'avais déjà fait plusieurs opérations juste en travaillant encore en France? Oui. T'avais déjà eu plusieurs biens? Oui, on avait acheté tous les 2. On travaillait tous les 2, donc on avait des revenus Oui, mais ça ne veut pas dire... Il y en a plein qui travaillent et qui n'ont pas encore investi. Exactement, mais c'était il y a 20 ans aussi. Peut-être que la situation a évolué depuis. Je fais un peu ma vieille en parlant comme ça, mais peut-être qu'il y a 20 ans, c'était plus simple. Donc lui, il a attaqué tout de suite. Au bout de 2 semaines, il était parti, je crois. Moi, je découvre que je suis enceinte. Donc il part, il fait les allers-retours quelques mois. Je suis tâchée de
de vendre l'appartement. Et puis, je l'ai rejoint en avril, je crois. Donc, on est resté 2-3 mois comme ça à distance. En avril, j'arrive. Et puis, parallèlement à ça, dans mon précédent boulot, donc j'avais intégré un éditeur de presse. J'étais amenée à travailler avec des gestionnaires d'abonnements ici en Suisse. Donc, c'était notre gestionnaire de la base abonnés suisse et belge. Et dans la conversation, je lui demande comme ça s'il n'aurait pas un poste à pourvoir. Et il me rappelle, le directeur de la société me rappelle la semaine suivante pour me dire qu'il était à Paris les jours prochains et qu'il aurait éventuellement un poste à me proposer. Il me demande si je suis dispo et go, quoi. Donc, déjà, tu avais fait jouer ton réseau avant de partir. Ouais. À peine parti, ça s'est plutôt bien goupillé. Le gros souci que j'ai vu, moi, c'est que j'étais enceinte. Voilà, donc il a fallu que je joue la carte de la transparence. De toute façon, j'aurais pas pu le cacher. Alors, quand je l'ai vu la première fois, ça se voyait absolument pas. Je débutais, j'étais peut-être à 1 mois et demi, donc ça se voyait pas. Mais de toute façon, au moment où j'aurais dû prendre le poste, ça aurait été assez délicat, malvenu pour commencer une relation professionnelle, de lui cacher ce gros détail-là. Mais il a accepté. Il m'a remercié pour mon honnêteté et j'ai été embauchée. Okay. Voilà, donc j'ai commencé en Suisse le 1er mai et t'es arrivé 2006. Je te dis en avril. Ok, donc tu as eu un mois de off et ça a redémarré. Quelques jours finalement, parce que moi je quittais Paris. Mon ex-mari était déjà là depuis quelques semaines. On avait un petit appartement vraiment rikiki. Donc tu t'es pas confronté à l'arrivée à devoir faire un CV spécifique quand tu arrives? Non, j'ai pas eu. T'as pas eu plus cette partir. Ouais, tu l'as. Plus tard, il a fallu que je m'y colle. Mais au début, ça s'est fait assez simplement et j'ai eu énormément. Moi, je me rends compte que j'ai eu énormément de chance. Après, c'est de la chance, oui, mais c'est toujours pareil. La chance, ça se provoque. Il y en a plein qui travaillent en France, il y en a plein, et puis j'en accompagne plein qui viennent travailler en Suisse. Ils n'ont pas demandé autour d'eux s'il y avait des gens qui travaillaient en Suisse, dans des secteurs d'activité. Ils vont pas sonder, donc au final, tu es quand même allé sonder ton réseau. Tu étais dans une entreprise, donc ça veut dire qu'il avait quand même un feedback de ton employeur aussi. Oui, on travaillait, on échangeait déjà depuis... ça faisait 3-4 ans qu'on se connaissait, en fait. Oui, donc des bons retours au niveau du boulot, parce que si tu traînais la patte et t'en arrêt maladie un jour sur 2, lui, tu l'aurais pas eu dans ton réseau. Oui. Poser la bonne question à la bonne personne aussi au moment propice, donc faire jouer ton réseau à ce moment-là, et qui en a déclenché cette opportunité. Mais en soi, l'opportunité, une autre personne, moi j'en connais, ils n'arrivent pas à avoir une référence. Si ça s'est mal passé dans ton travail, tu l'aurais pas eu. Et si tu n'avais pas posé la question, tu l'aurais pas eu non plus. Exactement. Donc la finalité, c'est que c'est une chance provoquée. C'est une chance. Oui. Et puis j'ai eu aussi l'intelligence de lui poser cette question, en fait, de lui dire est-ce que vous n'auriez pas un poste mais peut-être que je suis arrivée j'ai posé cette question au bon moment à la bonne personne, quoi. Ouais, mais c'est souvent, du moins dans les échanges, dans les podcasts que je fais, il y a souvent un aspect de oui, j'ai eu de la chance, mais au final, ils ont fait une chose que plein d'autres, au final, candidats que je peux voir ne font pas en fait. Déjà de base, de sonder autour, de regarder un petit peu, et déjà d'avoir que ça se passe bien dans tous les boulots, c'est pas tout le monde non plus. Donc ça fait déjà un élan là-dessus. Mais après, quand tu es arrivé ici, donc tu as direct démarré à travailler. Ouais, le 1er mai. C'était drôle d'ailleurs. Jour de la fête du travail en France, j'ai commencé en Suisse. Et alors, comment ça s'est passé un petit peu? Non, mais l'intégration assez sympathique. C'était finalement une équipe avec laquelle je travaillais un petit peu parce que déjà en relation... à distance, ouais. Voilà, c'était un métier pas du tout différent de ce que je faisais. Lorsqu'avant, j'étais rattachée à un éditeur de presse, donc je développais le portefeuille abonnement de certains magazines. Là, du coup, j'avais une offre beaucoup plus grande, mais au quotidien, c'était plus ou moins la même chose. Ce qui m'a un petit peu déboussolée, c'est plutôt la vie en Haute-Savoie versus la vie en région parisienne, en fait. Là, oui. Et t'étais où à ce moment-là? T'étais déjà plus ou moins là où t'es maintenant? On a aménagé dans la vallée de l'Arve. Ok. Pas forcément le coin le plus sexy, mais c'est aussi une vallée qui a assez décrié. Enfin, on y est resté une bonne quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Ah oui, on s'est installé, on a acheté assez vite notre appartement. Nos enfants ont été scolarisés là-bas. Enfin, on n'a jamais eu aucun souci particulier. Je pense que malheureusement, c'est un coin qui n'est pas
ouais, qui est un peu décriée à tort, hein. C'est une vallée, il se passe pas non plus, Et les écoles, elles étaient bien pour les enfants? impeccable. Moi, ce qui me gênait plus, c'était la pollution, en fait. Pourquoi? À quel La niveau? pollution de l'air. Dans Ok. la vallée de l'Arve, c'est quand même assez connu. Donc, ce qu'on se disait, alors, du coup, le papa des enfants bossait aussi dans la vallée de l'Arve. Donc, moi, je me disais, je suis quand même un petit. J'étais un peu mal à l'aise de me dire, je quittais la vallée de l'Arve, j'allais bosser dans une. Et encore, la pollution sur Genève, on n'en parle pas vraiment, mais je considérais qu'il y avait peut-être moins de pollution sur Genève que dans la vallée de l'Arve et que je laissais mes enfants respirer cet air. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, oui, t'as jamais. Enfin, oui. Non, j'ai jamais fait. Ah Non. oui. Bah, en fait, c'est quand même transit. Et puis, avec enfin, ça reste une vallée qui est très encaissée, avec le trafic routier qui mène en Italie. Et l'hiver, c'est incroyable. Enfin, les particules fines, on n'est pas là pour faire un, Non, non, un mais si, podcast sur non, la mais pollution. Mais ça m'a assez c'est très chagrinée de me dire que je laissais mes enfants respirer cet air tout le temps. Mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a des gens qui regardent qui auraient pu avoir l'idée de. Ils se disent ah bah tiens, je suis pas très loin de là-bas, j'ai envie d'aller travailler, d'aller habiter dans la vallée de l'Arve. Et ça peut être un critère rédhibitoire pour certaines personnes. Donc c'est toujours bon à savoir. Non, Moi, je ne savais pas. on les voit bien, les particules. Là, du coup, on a déménagé, on s'est acheté. Enfin, j'ai acheté une maison un peu plus loin et j'ai une vue sur la vallée. Et effectivement, on voit l'air grisonnant. Et Voilà. du coup, tu as fait ta deuxième opération dès que tu es arrivé, Ma deuxième opération. ton achat, Oui, bah, on a vendu assez vite là-haut, Paris. côté à Bagnolet, donc en région parisienne. Et puis oui, on a trouvé très rapidement un appartement. Et t'as fait, les premières opérations que tu les as fait, c'était pour du locatif, pour du perso? Non, non, c'était pour nous. On a été propriétaire de 2 ou 3 appartements à Paris avant de partir, je sais plus. Peut-être deux appartes à Paris, pardon. Oui, mais du coup, t'en faisais quoi des deux? Bah, en fait, on a acheté un peu trop loin du boulot Et la du- première fois, et puis après on s'est dit c'est trop loin quand même. On s'est rapproché de Paris. Mhm. Et l'autre? On était vraiment le tout premier était en région parisienne, mais assez éloigné. Oui, mais du coup, vous en avez fait quoi? Vous On l'avez les revendu? vendus. Ah oui, Ah, on vous les l'avez vendait au revendu fur et à pour. mesure. Ok, ok. Oui, on les vendait, on les Ok, a vendus bien et assez facilement, hein, ok. très rapidement. Ouais, ouais. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de visites, c'est parti comme des petits pains. Et après, là-haut, t'as revendu pour revenir acheter. Et après, on a vendu pour acheter ici. On y est resté pour le coup très longtemps, hein. Une bonne quinzaine d'années. On était à la fin à l'étroit parce qu'on était 4 dans un appartement de Et 2 chambres. ouais, parce que 15 ans après, et du coup, t'avais déjà 2 enfants Oui, on a eu nos 2 enfants ici. dans la vallée de l'Arve. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et, euh, et après, au niveau de l'emploi, bah, déjà sur ce premier job, euh, est-ce que tu as remarqué des différences dans le cadre de travail entre le premier job que tu as eu en France et du moins le job en France et le job en Suisse? Non, sincèrement, j'ai pas trouvé de différence. Culturel, non? Non, pas forcément, mais la bonne question, je pense qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'un jour j'ai été amenée à travailler avec des Suisses. Je pense que là aussi, la différence est là. Mhm. Et je crois avoir eu beaucoup, principalement des directeurs, des responsables Français. français ou franco-suisses. Donc il y a de ça aussi. Donc on est arrivé, donc je travaille sur Genève, ça a duré une petite année, ponctuée de mon congé mat, hein. Ah oui, du coup, oui. Oui, il a fallu Mais que... après, J'ai c'est pas beaucoup. commencé le 1er mai, je me suis arrêtée fin août. Ma fille est née en octobre et j'ai repris le boulot le 1er janvier. Et puis, à mon retour de congé mat, le directeur avait jugé bon de me changer de poste. Voilà, peut-être une des différences entre la France et la Suisse, c'est qu'il y a une certaine liberté. Il t'a rétrogradé? Pas rétrogradé, il a considéré que je serais peut-être meilleure à un autre poste. Et finalement, c'était pas du tout... Enfin, à cette époque-là, c'était pas mon truc. Donc, ça s'est pas forcément très bien passé. Et au final, j'y suis restée une année dans cette boîte. Mais ça m'a permis de faire mes premiers pas aussi en Suisse, hein. Enfin, et j'ai aucun regret là-dessus. Ensuite, période de chômage.
Et là, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on venait d'arriver. Donc, heureusement, mon mari, oui, mon ex-mari avait son boulot, il était bien installé, ça se passait pas trop mal. Donc, c'était assez sécurisant de se dire que finalement, lui, il trouverait toujours du boulot, pas trop d'inquiétude. Par contre, moi, c'est vrai que, alors on considère que 6 mois de chômage, c'est pas énorme, mais j'ai douté. J'ai même le souvenir d'avoir candidaté et d'avoir eu des entretiens pour retourner sur Paris. Ah oui. Ah oui, oui. Il y Oui, a quand même cette question. oui, parce que on entend souvent, déjà à l'époque, que les langues est primordiale côté suisse. Alors oui, je parle anglais, mais je suis loin d'être bilingue, encore moins allemand. Alors je comprends. C'est toujours plus simple à l'écrit, mais incapable de faire une phrase structurée. Et donc, ce manque de connaissances linguistiques semblait être un certain frein à l'embauche. Et puis, c'était peut-être plus rassurant pour moi de candidater dans un environnement que je travaillais. Faut se rappeler que ça faisait une année que j'étais là et qu'on se pose encore des questions. On a quitté notre environnement de travail, nos amis, nos familles. À un moment donné, je me dis, écoute... je trouve pas, on va pas rester ici pour rester ici. Moi, j'ai besoin de travailler. Enfin, j'étais aussi toute jeune à cette époque-là. Entre le moment où tu travaillais en France dans cette société et quand tu as switch en Suisse, est-ce que déjà, au niveau des salaires, tu avais vu, du moins au niveau du confort de vie déjà? Ah oui, j'ai doublé mon salaire. Et en niveau de confort de vie? Niveau de confort de vie... Parce qu'après, à Paris, c'est vrai que tu avais déjà les loyers chers, donc peut-être que toi, tu l'as pas déjà vécu ici. En fait, oui, les loyers chers, oui. À Paris, c'est oui, mais comme ici, au final. Oui, mais je veux dire, il y en a plein qui arrivent d'ailleurs, où ils arrivent ici, ils prennent une tarte, ils disent, non, c'était finalement assez similaire en termes de coût de vie. Ok. Par contre, augmentation de revenus, Et ça, malgré ce fait-là, quand tu as pris le premier mur, tu t'es quand même tâté à retourner sur Paris. Oui, parce que j'avais peur de ne pas retrouver, en fait. J'ai eu cette peur-là et j'ai eu, je te dis, 2 entretiens. Et puis j'ai eu une proposition d'emploi chez un éditeur de presse d'un quotidien sur Lausanne. Mais sur l'annonce, c'était indiqué que sous 6 mois, cet éditeur allait déménager sur Genève. Donc, j'ai accepté de faire la route en me disant on va essayer de faire de 6 mois. Mais comment tu l'as trouvé celui-là? Sur la tribune de Genève. Sur la tribune de Genève? Ouais. Ok. Sur le journal? Le journal? Ouais, mais il y avait un feuillet emploi. Il existe toujours ce feuillet, je crois que c'était le jeudi. Ah, je sais pas. Moi, je regarde sur les réseaux, la tribune de Genève. Mais par contre, je savais pas qu'ils avaient leur... En tout cas, il y a du coup 20 ans. Oui, non, mais c'est possible. Il y a 20 ans, il y avait un feuillet emploi et j'ai trouvé ce boulot-là. Je m'y suis rendue. On m'avait certifié que le déménagement sur Genève allait être fait sous 6 mois. Sauf que j'apprends, donc je suis embauchée, tout se passe bien. Je retrouve plus ou moins mes prérogatives initiales. Donc, c'était la gestion du portefeuille abonné de ce quotidien. Okay. Avec la mise en place d'opérations de recrutement et de fidélisation. Donc, c'était vraiment ce que je faisais. C'était assez confortable pour moi et c'était un univers que j'appréciais, les médias. Et tu es retournée dans ta... je suis restée, en fait. J'y suis restée. Mais est-ce que tu as dû faire, là, par exemple, à ce moment-là, est-ce que tu as dû faire un CV particulier ou pas du tout? Est-ce que déjà dans ton parcours, tu as dû refaire un CV spécial suisse ou un CV... Non, du tout. Enfin, à cette époque-là, je n'ai pas souvenir. Pas d'indicatif, non, par exemple? Peut-être un plus 33, mais... ouais, juste ça. C'est tout, quoi. Ok. Mais c'est tout, Ouais. Après, c'est vrai que... le marché était peut-être un peu moins... Et puis c'était quand même un domaine assez spécialisé. La gestion d'abonnement presse, ça court pas les rues. Oui. Donc, j'ai pas dû être en concurrence avec beaucoup de personnes. Donc, j'ai été prise, j'ai commencé. Alors, ça faisait beaucoup de route. Vallée de l'Arve, Lausanne, au mieux, c'était 1h30 de route quand même. Ah, 1 heure? Donc, oui, 3 heures par jour? Oui, aller. Donc, je partais très tôt le matin parce que déjà, à l'époque, Bardonnay, c'était l'enfer. Ok. Ça ne s'est pas amélioré. Et puis, malheureusement pour moi, le déménagement sur Genève n'a jamais eu lieu.
du tout. Ah, ils ont jamais déménagé. Ah non. Non, jamais. Même aujourd'hui, hein, je crois ils sont restés à Lausanne. Sauf que moi, c'était du temps, c'était de l'argent, énormément, hein. Ah oui, en essence, ça explose. J'avais une petite fille, on avait trouvé notre organisation. Le papa s'occupait le matin, j'allais la récupérer le soir, mais les journées étaient ultra chargées. Mais je crois que ce qui me pesait le plus dans cette histoire, c'est pas tant le temps de transport, parce qu'on se rappelle que je suis quand même une ancienne parisienne, donc j'avais l'habitude. Par contre, c'était le coût, le plein. Ouais, ouais. Ah non, mais ça, L'essence. bah, je sais que moi, j'ai ma conjointe qui était à Lausanne à un moment donné. Et je sais plus comment elle dépensait, mais là, c'est explosé les budgets. Exactement, ouais. Ça, il faut bien faire attention à ce niveau-là parce que bah, sinon, on se rend pas compte, mais on passe notre temps sur la route et en plus, On perd de l'argent à aller travailler, hein. Tu rajoutes à ça l'imposition. l'amortissement de la voiture, la nounou à payer. J'avais pas un salaire pharaonique non plus à cette époque-là. Donc, oui, on aime aller travailler, mais on n'a pas gagné de l'argent sur cette période-là. Ouais, c'était Au pas le. contraire. Non, j'avais mis un nombre incalculable de kilomètres à la voiture. C'était. Et puis, voyant que le déménagement n'était pas était plus du tout un projet, encore une fois, en discutant avec du réseau, en fait, c'était une réelle opportunité parce que quand tu travailles chez un éditeur de presse, tu es amené à discuter avec les homologues qui se chargent de toute la distribution de la presse en Suisse. Mhm. Et cette personne-là habitait près de chez moi. On habitait plus ou moins dans le même coin. Et dans la discussion, je lui dis, écoute, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de kilomètres. Si jamais tu entends qu'il y a un poste à pourvoir chez toi, dans ta boîte, n'hésite pas. Et encore une fois, j'ai eu de la chance. Ouais, encore une fois, tu as demandé encore dans ta boîte s'il n'y avait pas des opportunités. Ouais, c'était mon réseau, en Ouais. fait, effectivement. J'étais en relation avec la distributeur de presse et puis un autre gestionnaire d'abonnement, donc le concurrent de la boîte chez qui j'étais en arrivant en Suisse. Oui. J'ai vu ce monsieur-là, ce directeur, je lui ai redit que moi je cherchais du boulot plus proche de chez moi sur Genève. Il a eu un poste à me proposer. J'ai passé 3 entretiens, je crois, et ça s'est fait. Donc voilà, j'ai échangé Avec le réseau. avec le réseau. Ouais. C'est vraiment un truc quand même qui revient systématiquement. Alors parce que beaucoup de gens qui regardent les vidéos le voient pas, du moins se rendent pas compte à chaque fois. Et pourtant, c'est le truc dans toutes les interviews qui revient le plus. C'est créer des opportunités, mais tu as raison de poser les réseaux. Poser la question, en fait, c'est aussi partager. Enfin, ça s'était fait comme ça dans un échange parce qu'avec cette personne-là, j'étais amenée à être très régulièrement au téléphone. Hein. On se parlait peut-être 2 fois, 3 fois par semaine. Ouais, mais certains vont appeler ça le piston. Il y en a d'autres qui vont appeler ça le réseau. Bah, parce que s'ils détournent, oui, je connaissais quelqu'un dans cet endroit. Oui, donc c'est du piston. En réalité, le piston, c'est juste avoir du réseau parce que on peut pas. C'est connaître des personnes et puis oser poser la question. Et effectivement, par 2 fois, ça m'a. Ouais, bah ouais, du coup. ça m'a porté chance. Donc, je suis arrivée, je me suis rapprochée. D'ailleurs, je travaillais tout près d'ici, à La Praille. D'accord. Et là, j'y suis restée, je sais pas, 13 ans, 15 ans. Parce que là, tu as fait 1 an. Le deuxième, tu as fait alors, la première année, le premier job, 1 année, avec ponctué d'un congé bébé. La seconde, 1 année aussi. Ok. Et puis, je suis arrivée ici à La Praille. Et là, je suis restée 13 ans, 15 ans. Et c'est quoi, là, à La Praille, c'était quoi À La Praille, c'était une société de gestion d'abonnement, donc qui était rattachée au distributeur de presse. À l'époque, le distributeur de presse s'appelait Naville. D'accord. À côté du stade, je ne sais pas si tu vois. Non, je vois pas. La Praille, je connais pas trop. Ok. Donc, on était là et donc, ils avaient une petite antenne qui était dédiée au développement de portefeuille abonnement pour le compte d'éditeurs principalement français, hein, pas se mentir. Donc, je suis rentrée là au début en tant que assistante marketing direct, assistante abonnement. Et puis, au fil de l'eau, des changements, des opportunités, on m'a confié la responsabilité de tout, du marketing direct. Ensuite, quelques années plus tard,
on m'a confié la responsabilité des relations avec les éditeurs. Ensuite, la partie back-office, administration des ventes. Et puis, dans les dernières années, j'étais à co-direction avec une collègue. Et on a été vendus. Ah là, Voilà. c'est carrément une. Ouais. Ça, par contre, ça doit être Malheureusement, j'invente rien quand je dis que le secteur de la presse est quand même en déperdition. Mais ça, depuis, en fait, finalement, je crois ne pas avoir eu la chance de travailler dans un secteur de presse qui se portait bien. Okay. Ça s'est vite... les chiffres mensuels étaient toujours négatifs. Hein. Ça aussi, c'est assez pesant de se dire... c'est une fuite en avant. En fait, clairement. Il y en a quand même qui ont réussi peut-être un peu à... Alors, c'était peut-être différent, mais avec les abonnements Internet, il y en a certains qui ont réussi à se sauver, peut-être. Ils ont scié leur propre branche, en fait. Oui. Ouais, je pense qu'ils ont vu la déperdition, ils se sont dit, attends, c'est peut-être le seul moyen de se rattraper un petit peu. Ouais, et puis, il y a eu l'accès gratuitement au contenu, ça aussi, ça n'a pas fait du bien. Bien sûr. Donc, voilà, on a connu pendant cette bonne décennie des ventes, des rachats. On est passé toujours entre les gouttes. Jusqu'à ce que, au moment de l'année du Covid, on nous apprend que on allait être racheté par notre concurrent. Voilà. Okay. Donc, alors finalement, on était en plein confinement. Ça nous a permis de pouvoir monter les dossiers de vente tranquillement, sans avoir de questions, de réponses à donner à nos collègues, parce qu'on était à préparer le dossier de vente, c'est quand même lourd. Il faut sortir tous des chiffres. Enfin, voilà, on a un dossier vraiment très lourd à construire. Et le fait qu'on soit chacun chez soi, finalement, nous a aussi facilité un peu le boulot, parce que personne ne savait vraiment ce qu'on faisait. On demandait des extractions de données, etc., pour préparer, pour rendre la mariée la plus jolie, un peu tranquillement. Et on a effectivement été racheté par notre principal concurrent, société chez qui j'avais travaillé en arrivant ici. Donc le premier job que tu as eu de 1 an. J'y suis retournée. Ah, tu es retournée? Oui, j'y suis retournée. Racheté avec les meubles. Ouais, du coup, il a été... Là, voilà, à cette époque-là, comme au dernier moment... on co-dirigeait la boîte avec une collègue. Moi, j'avais la partie administration des ventes, marketing, relations éditeurs. Elle se chargeait, elle était en charge de tout ce qui était service client. Et puis, avec une organisation qui était posée, et quand on a été racheté, finalement, mon équipe a été totalement déconstruite. Ok. Je crois que j'avais 7 personnes sous ma responsabilité, et j'ai eu plus qu'une personne. Alors moi, ma grosse peur, c'était de les perdre. On sait bien, on était rachetés. Notre crainte, c'était qu'il y ait des licenciements. Il n'y a pas eu de licenciement, donc j'étais assez contente de voir que tous les postes étaient sécurisés, mais tous dispatchés. Ouais, surtout qu'en Suisse, ils auraient pu licencier là. Oui. C'est la grande différence avec la France, c'est que là, s'ils rachètent les meubles en France, on pourra les licencier, c'est assez compliqué, mais là, ils pouvaient vous sortir s'ils le désiraient. Ouais, mais on a eu cette chance-là de pouvoir être sécurisé dans la structure. Alors certes, ça a été totalement, comme j'ai dit, dispatché, mais voilà, moi j'avais l'impression d'avoir fait mon boulot, d'avoir sécurisé mes collaborateurs et collaboratrices, et voilà, j'avais plus qu'une personne sous ma responsabilité, et puis... par contre, ça n'a pas été facile pour moi, parce que lorsque j'avais tout plein de casquettes, à l'époque, je t'ai dit, marketing, commercial, administration des ventes, back-office, là, j'étais plus que sur une casquette. Et tu es retourné sur l'initial, les abonnements Non, même pas. J'ai été conservée sur les relations éditeurs. Voilà. Après, le directeur de l'époque m'avait quand même posé la question, ce que je préférais. Est-ce que je reste aux relations éditeurs ou est-ce que je bascule au marketing? À l'époque, j'étais restée sur les relations éditeurs. Et voilà, mais... Donc, se faire racheter, c'est pas toujours très simple, mais au final, le fait que tout le monde ait été conservé ou quasiment, on a eu des départs volontaires, donc finalement, j'avais le sentiment d'avoir fait mon job.
Et puis c'est surtout que c'était devenu... enfin, moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir fait le tour. Du métier? Bah ouais, carrément. Ça faisait 20 ans que je bossais dans un secteur d'activité qui était clairement Dans le déclin. dans le déclin. Comme je te dis, c'est toujours très pesant de voir que malgré nos efforts, on était plutôt là à tenter de sécuriser, de fidéliser, parce que les personnes qu'on recrutait avec la déperdition, c'était que des chiffres négatifs, donc c'est aussi lourd. Et puis, bah voilà, à un moment donné, tu te dis, au bout de 20 ans, Il faut faire autre chose. ouais, on a envie de faire autre chose. Et j'ai été contactée par un cabinet financier en tout début d'année. Alors maintenant, ça nous ramène à quand? Il y a peut-être 4 ans de ça, par une jeune fille d'un cabinet, ouais, d'un cabinet, pardon, avec lesquels on partage les locaux chez Prométhée. Ok. J'ai beaucoup aimé son approche, mais vraiment. Elle n'est pas très âgée, je pense une petite trentaine d'années, mais elle savait de quoi elle parlait. C'était construit, posé, structuré, enfin voilà, dans la bienveillance, enfin voilà, ça s'est fait assez simplement. Donc, elle m'a parlé des différentes particularités du système suisse que, malgré mes 15-20 ans en Suisse, je ne m'étais pas réellement posé la question de qu'est-ce que la prévoyance en Suisse, les impôts. De toute façon, je crois qu'il n'y a personne qui s'en rend compte vraiment, hormis, Carrément pas. hormis quand on rentre dans ce métier où d'un coup on ouvre les yeux, on se dit ah ouais, mais en fait, c'est il y a dommage. tant de petits. Ouais. En fait, si j'avais su. Bah, surtout que tu étais propriétaire et tout. Et on a été propriétaire tout de suite. Ouais. En termes d'optimisation. Oui, alors, pas du tout, quoi. Mais ça a plus été la rencontre d'une personne. En fait, qui m'a fait. Cette personne-là, cette conseillère, alors que j'étais toujours en poste, m'a fait me dire en fait, c'est pas mal ce qu'elle fait. Ah, mais du coup, là, tu travaillais. J'étais toujours en poste. Ah, t'as pris une conseillère Oui, pour toi. Oui, j'ai été contactée par ce cabinet-là. Comme... Non, je croyais que c'était pour te faire recruter à la fin, moi, j'avais compris. Non. Oui. Non, c'était vraiment dans cette optique d'optimiser ma fiscalité et de me parler de ma prévoyance. Donc, voilà, rendez-vous classique, rendez-vous. Très efficace, cette jeune fille, parce que je suis partie avec un 3e pilier que j'avais déjà. T'en avais déjà un? Ouais, en banque. J'avais souscrit un 3e pilier bancaire, pas au tout début, mais assez rapidement, auprès d'une banque. Mais tu faisais pas les déductions? Non, parce que je ne savais pas. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas fait mes impôts les premières années. J'ai pas fait mon 2e pilier, j'étais en intérim. Donc le jeu sur mes impôts, il aurait pu être intéressant. Mais bon, si tu le sais pas. Tu peux pas deviner. Malheureusement, non. Tu ne peux pas deviner. Et donc voilà, elle a géré mon dossier correctement. Je suis partie de ce boulot-là. Parce que clairement, il était temps que je fasse autre chose. Et j'ai vu une offre d'emploi pour intégrer un cabinet de conseil financier. J'en ai vu 2, donc dans le cabinet de cette fameuse conseillère, nos voisins. Et puis chez Prométhée, j'ai été reçue par un ancien conseiller qui est parti depuis, par Elio, directement. Ouais. C'était en fait l'histoire de rencontre. Ouais, bah ça, c'était le formateur par excellence que je dirais en tout cas. Franchement, ce fut une très belle rencontre. De toute façon, je ressens, même dans le cabinet, quand on a vu tous les gens qui sont sortis, ceux qui sont sortis avec les formations d'Elio, n'ont pas eu le même niveau technique, du moins que les autres formations qu'il y a pu avoir. Je pense que les plus techniques sont sortis d'Elio, quasiment. Ça, je pense aussi. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui. Elio, il y a des choses que, par exemple, je n'avais pas du tout vu avec Elio. Pas du tout vu la fiscalité. Okay. Elio, sa spécialité, c'est la prévoyance. Oui. Voilà. Donc, il m'a donné le goût du 2e pilier. Pour moi, dans mon métier aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup faire, c'est l'étude du 2e pilier et toutes les quelques possibilités qui s'offrent à nous. Ça, clairement, je trouve ça très intéressant et j'essaye de me différencier. Surtout qu'en plus, ce qui est bien dans le 2e pilier, c'est que c'est quelque chose d'obligatoire.
Oui. Donc en réalité, tu n'es pas en train de rajouter quelque chose ou lui dire il faut souscrire à ça ou autre, même si peut être utilisé correctement, mais c'est pas obligatoire. Si les gens ils font pas les choses correctement, bah, du coup, ils perdent de l'argent sans même s'en rendre compte. Bah, l'idée du deuxième pilier, c'est vraiment la gestion des transitions. En fait, parce qu'on est obligé d'être affilié à partir de 25 ans à une caisse qui n'est pas choisie par le salarié, mais directement par l'employeur. Donc, on peut subir quelque chose. Après, on a certaines opportunités, lorsqu'on change d'emploi, lorsqu'on perd notre emploi, de faire quelque chose et de le faire intelligemment. Et Elio m'a donné le goût de cette étude. Parce que, voilà, il y a un cadre légal, mais comme tout cadre légal, il y a ce qu'on peut faire à côté. Oui, bah oui. Et voilà. Pour en revenir à comment je suis arrivée chez Prométhée, c'est vraiment une rencontre, en fait. C'est la rencontre de la conseillère qui t'a démarché toi. Voilà, et puis qui m'a donné envie de m'inscrire dans ce secteur d'activité qui n'était pas forcément mon truc. Enfin, à aucun moment, j'avais forcément de goût ou j'avais décelé une envie de travailler dans ce domaine-là. Après, tu avais la compta quand même au début. Ouais, comptabilité, gestion. Ouais. Je suis peut-être quelqu'un de chiffres aussi un peu. Ouais, parce que ce que j'allais dire, il y avait déjà la compta, peut-être un petit facteur. Et puis les abonnements, tu étais dans la gestion des abonnements, dans les chiffres aussi. J'aime on peut dire que j'aime les chiffres. Je suis à l'aise avec les chiffres. Et voilà, j'ai intégré Prométhée, et directement formée par Elio. Et alors, c'est découverte d'un autre milieu. Alors, je sais que c'est un secteur d'activité qui est quand même un peu particulier. Par contre, chez Prométhée Conseil, on est dans la bienveillance et ça, c'est ultra primordial pour moi. Ouais, de toute façon, je pense qu'on a en termes de conseillers, même s'il y a du turnover comme dans tous les cabinets, il y a un noyau dur, en fait. Il y a un noyau qui reste quand même. Alors qu'il y a beaucoup de cabinets où ça tourne tout le temps. Tout le temps. Mais là, en 2 ans, on a effectivement vu passer beaucoup de personnes. Mais je sais que qu'il y a des personnes, entre Elio et finalement Dominique, notre directeur, ils ont su me faire confiance et me donner cette opportunité. Donc, est-ce que tu es arrivé quand, toi, exactement ? Je suis arrivée en septembre. Et c'était l'année où moi, je venais de rentrer aussi. Ouais, je crois. Moi, j'étais rentré 3 mois avant. Oui. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc moi, j'avais juste devancé sur le premier mur que j'ai pris à la FA. Voilà. Et moi, j'ai passé l'écrit et j'ai loupé l'oral. Tu l'avais passé à la session d'octobre avec justement nos collègues. Oui, avec tout le monde. Mais par contre, j'avais pris un mur sur l'oral. Et toi, c'était ta première tentative quand on l'a passé ensemble ? Oui. Toi, complète. Première et seule. Madame qui pensait justement ne pas l'avoir, qui stressait comme ça, et puis au final, qui l'a eu avec des bien meilleures notes que moi, du coup. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Après, j'ai bossé, enfin, c'est comme tout. Bien sûr. Alors, j'ai bossé, oui, évidemment, j'ai travaillé. Après, n'oublions pas que je suis maman célibataire de mes 2 enfants, donc je travaillais mais sans forcément avoir des journées de 15 heures. Enfin, moi, le soir, il faut que je sois à la maison pour 18 heures parce que j'ai ma vie de maman qui commence. Donc, j'ai bossé cette certification le soir. Mais toi, tu n'avais pas eu les cours du tout non plus ? J'ai fait un petit peu de cours, mais c'était plutôt les cours de préparation à l'examen. Oui, mais tu as fait les cours avec moi. Les 2 cours qu'on a fait ensemble. De préparation à l'oral. Oui, mais tu n'as pas fait de cours autres. Un peu, quelques cours. Okay. Quelques cours. Je te dis vraiment les cours de préparation aux examens. Et là, quand je suis arrivée le premier jour pour les cours de cette préparation à l'examen écrit, je me dis, mais où est-ce que je suis ? En fait, je vais me planter. Parce que donc, tu es rentré en septembre. Oui, c'est ça, pour qu'il recontextualise. Je suis rentré en juin, mais je crois que c'était quand ? Attends, là, on est en 2025. C'était quoi, 2023 ? 2023, ouais. C'était 2023 ? Donc, rentré en juin 2023. Toi, tu es rentré en septembre 2023 et tu passais donc ton examen l'année d'après au mois de juin. Je l'ai passé en juin. Juin 2024. Juin 2024, ouais. Je me suis inscrite en avril. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis inscrite en avril parce que déjà à cette époque-là, on avait quand même cette épée de Damoclès. Ouais. Sur la FINMA qui... Voilà. Bonne chose ou mauvaise chose ? Très bonne chose. Non, très bonne chose. Pour qu'ils comprennent, du moins en gros,
la FINMA régule le métier, puisqu'à l'époque, on n'avait pas besoin de diplôme pour être Ce qui courtier. est assez rare et pas dire une aberration, mais c'est comme si aujourd'hui on s'inventait un infirmier du jour au lendemain. Hein. Et surtout que dans le métier, on le voit très vite, qu'il y en a qui sont là pour apprendre et pour essayer de dire des choses qu'ils ont appris et essayer d'apprendre mieux. Et il y en a aussi qui sont juste là pour la commission. Et du coup, il y avait du grand n'importe quoi qui pouvait être fait sur des clients. Le défaut de conseil Ah ouais, il y avait des est un réel problème dans ce secteur d'activité. Mais moi, dans la mesure où je m'inscris vraiment sur du long terme, j'ai aucun intérêt d'oublier, d'omettre des détails lors de mes rendez-vous auprès de mes clients. Donc, j'avais tout intérêt à faire correctement les choses. Alors, effectivement, c'était un grand écart. Hein. J'ai réalisé un grand écart. Et ben là... Carrément. Mais il faut partir aussi en mode humble. Hein. On est là pour apprendre. C'est un métier où, comme le dit très bien Dominique, on n'a rien à vendre. On vend notre savoir. On conseille. On est là pour conseiller. Faut prêter attention à toujours garder en tête qu'on est là pour le client et pas pour nos propres intérêts. Mais que finalement, la meilleure reconnaissance qu'on a, qu'on est dans notre métier, c'est quand nos clients nous recommandent. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est ça, la recommandation. Et puis au final, en fait, limite, quand il y a un client qui arrive, on regarde la situation et il y a toujours des lacunes. Il y a toujours des choses à faire. Assurance emprunt, maladie, prévoyance, deuxième pilier, impôt en retard, CNTFS, du moins. Il y a toujours des choses à faire. Je donne un exemple. Une de mes clientes que j'ai rencontrée à la dernière période fiscale, cette personne-là qui a des très bons revenus, même profil que moi, enfin, elle a à peu près mon âge, un petit peu plus jeune, je crois, un enfant propriétaire. En fait, elle n'avait jamais rien fait pour ses impôts. Jamais rien fait. Et quand on lui a annoncé son remboursement, on était, je crois, à 13 000 francs. Elle me dit, mais punaise, pourquoi ne pas y avoir prêté attention avant? Mais Frontalière résidente? Frontalière, oui. Mais propriétaire de 2 logements. Donc elle avait perdu littéralement toutes les années précédentes vu qu'elles sont plus récupérables. Exactement, depuis quelques années, depuis 4 ans maintenant. Alors qu'avant, on pouvait faire rectifier 3 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc là, aujourd'hui, pour contextualiser, parce qu'il y en a qui ont vu les vidéos impôts que j'ai pu faire, d'autres non, mais pour contextualiser, quand on est imposé sur le territoire suisse, la déclaration fiscale, c'est du 1er janvier au 31 mars, avec le casier résident qui peut traîner si on a fait la demande avant. Par contre, passer ce délai, s'il y avait une récupération de 13 000... Quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, aujourd'hui, ouais. Mais c'est bien d'apporter un cadre aussi, quelque part. Ça structure le sujet. Hein. Ouais, mais c'est là quand je relevais ça, c'était vraiment pour qu'ils prennent conscience d'entrée que voilà, une cliente comme ça, elle avait peut-être perdu 13 000 francs sur plusieurs années. Fois 10 ans, ouais, un peu plus. Fois 10 ans, c'est 130 000 balles, c'est un appartement. Ouais, c'est dur. Du moins, c'est dur, mais ça reste un bon exemple. Maintenant, je m'en sers pour en parler et c'est surtout lui dire, finalement, vous êtes une ambassadrice. Parce que vous l'avez vécu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et est-ce que tu penses, parce que il y a des gens qui pensent que se faire conseiller par des conseillers, c'est uniquement fait pour les personnes qui ont de l'argent, du moins qui gagnent vraiment... Non, au contraire, justement, je pense qu'on peut tous optimiser notre situation. Hein. Donc c'est pas réservé uniquement à ceux qui ont un peu plus... Non, c'est même pas forcément réservé aux propriétaires. Comme le dit Dominique, on est là aussi pour faire des simulations. Les simulations, on les fait. On voit, on ne peut pas comme ça, d'un simple regard sur la situation du client, se dire non, ça ne vaut pas le coup. On fait, ça ne coûte rien de faire une simulation d'impôt. Ça ne nous prend pas trop de temps. Mais tout le monde est concerné parce qu'on est tous aussi différents. Oui. Séparés, concubinage, mariés, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, propriétaire, pas propriétaire, résident, frontalier. Finalement, il n'y a pas vraiment de ligne directrice et c'est à nous aussi de déceler ce qui peut être synonyme d'optimisation. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, sous la vidéo, il y aura un lien Calendly justement pour avoir affaire à Coralie. Donc après, je vous invite directement à réserver pour faire un appel déjà simulation. Et puis après, par la suite, vous aurez un rendez-vous si bien sûr il y a des choses exploitables à faire. En fait, c'est jamais trop tôt pour parler d'impôts. On le voit bien, on se dit, oulala,
Oui, les impôts, c'est grossièrement janvier, février, mars, mais finalement, n'oublions pas que tout ce qu'on va mettre en place dans l'année va nous aider pour l'année suivante. Donc, c'est jamais trop tôt. Et puis quand quelqu'un il travaille bien, du moins quand il fait bien ses impôts et puis en plus il travaille en Suisse, etc., les optimisations vont même se faire des fois sur plusieurs années avec leur achat immobilier, les travaux, nanana, du moins. Ouais, c'est des réelles stratégies. Alors après, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, la prévoyance, particulièrement le deuxième pilier et les impôts, restent quand même les sujets que j'apprécie. Mhm. Et puis peut-être mon axe de différenciation, j'en parlais hier avec une de mes nouvelles collaboratrices, c'est important de se renseigner aussi les lois, les votations, enfin, Mhm. changent. Il y a encore une votation qui est prévue à la fin du mois sur Là, on va... la Sûr? suppression de la valeur locative brute. Oui, Donc, j'en ai parlé avec Edouard Claire. J'ai fait une interview qui va sortir à peu près dans la même période que donc celle-ci. on se dit, c'est super, la valeur locative va être amenée à sauter. C'est génial parce que cette valeur locative était amenée à augmenter Le finalement revenu. le revenu imposable, sauf que la contrepartie, qui va avoir énormément d'incidence sur notre quotidien et puis aussi par rapport à nos clients, hein, c'est qu'on ne pourra plus défiscaliser tout ce qui est frais d'entretien, donc intérêt de crédit, mais pas que crédit IMO, hein, crédit conso, etc. Taxes foncières, tous les travaux. Enfin, voilà, Ouais. donc finalement, ça peut être assez délicat. Les effets de cette votation peuvent Ah non, ça peut être catastrophique, ouais. peser lourd, Et finalement. c'est pour ça justement que logiquement, ça devrait pas, du moins en tout cas de ce que j'en avais échangé avec lui, c'est que ça serait peut-être amené à repousser la chaise parce que l'impact est trop, il est encore trop grand pour être ça peut être voté en réalité, mais Les d'après, résultats des votations sont des fois surprenants, oui, hein, oui, mais oui, oui. Mais et d'ailleurs là, on a bientôt aussi, alors quand la vidéo va sortir, ce sera déjà sorti les tarifications, mais il y a la malle qui va sortir aussi. on attend. Ouais. C'est vrai que, en tout cas, la Lamal, oui, effectivement, là, toutes les compagnies d'assurance vont diffuser le montant des nouvelles primes. Puis Donc, pour les frontaliers, on a eu déjà vent l'année passée, hein, d'une augmentation relativement importante de la cotisation chez Elzana, ouais, qui avait été reporté, je qui a l'avais été annoncé. reportée en 2026. Où, pour rappel, hein, en 2024, on était à 189, je crois. On est Ouais. passé à 200 Je en crois qu'on était même à 2025, 162 l'année d'avant. l'année d'avant. Donc, ça n'a eu de cesse que d'augmenter. Alors, pour en avoir un petit peu discuté avec nos contacts chez Elzana, il y avait eu des hausses, des baisses. Enfin, voilà. Ouais, à l'époque, c'était plus haut, ouais. Ça avait baissé après, voilà. Ok. Mais là, l'horizon, en tout cas, qui était indiqué l'année passée, c'était de passer à 300 francs, hein, Mhm. 320, 330. Mhm. Donc là, on devrait, dans les prochains jours, avoir une visibilité sur les primes 2026, mais effectivement, ça risque d'être assez Ah bah, délicat ah pour bah là, certains travailleurs frontaliers qui ont fait le choix d'opter pour la Lamal, parce que le montant de la prime était à 200. Demain, si c'est 320, peut-être que le choix qui a été fait, malheureusement, ne sera plus du tout en leur faveur. Mais comme je le dis toujours, on entend les bruits maintenant entre ce qui va vraiment être oui, fait. ce qui va être fait. Et on alerte vraiment sur voilà, ce droit. On bascule sur la CMU, mais le fameux droit d'option qui est irrévocable. Hein. Enfin, on ne peut pas le changer comme ça. Moi, je sais que j'en ai fait les frais de ce droit d'option. Je suis restée une quinzaine d'années à la CMU avec des cotisations mensuelles allant jusqu'à 450 Ah euros oui, à la. Ah oui, oui. C'était assez conséquent. Donc, malheureusement, on subit. Mais ouais. notre rôle est aussi d'informer. Voilà, les avantages, les inconvénients, les évolutions possibles. Hein. Toujours pas se contenter de présenter la situation aujourd'hui, mais toujours d'essayer d'avoir un petit temps d'avant. Parce que là, en l'occurrence, cette augmentation de prime va avoir quand même un impact lourd sur le budget. Hein. Ah bah là, du coup, en fait, à ce moment-là, c'est plus les mêmes personnes. C'est là où je dis d'autant plus. Mais en plus, là, dernièrement, j'ai refait des calculs pour ceux que moi que j'ai en accompagnement et qui maintenant travaillent en Suisse. Bah, du coup, il faut que je leur calcule qu'est-ce qu'ils doivent choisir. Et bah, du coup, maintenant, c'est plus du tout les mêmes types de personnes. Et il faudra vraiment, vraiment se méfier d'ailleurs. Parce que quand les gens attaquent à travailler en Suisse maintenant,
ils sont habitués à arriver dans les entreprises à demander choisis la CMU et la MAL. Mais vu que depuis les 4 dernières années, la MAL était beaucoup plus avantageuse de par la tarification, autour d'eux, tout le monde dit il faut choisir Ouais, la ouais. MAL, il faut choisir la MAL, il faut choisir la MAL. Mm. Mais la résultante, c'est que là, avec les deux hausses qu'on vient de prendre rapidement et vu qu'est-ce qui arrive, bah en fait, ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont dire qu'est-ce que je choisis, la Lamal. Le mec, il va choisir la Lamal alors qu'en fait, il gagne 40 000 par an et que bah, la parité, elle se fait autour de 70-80 maintenant. Je pense 65, je crois. Ah, quand elle passe à 300? Ouais, ouais. Ok, Ouais. j'avais calculé un poil plus, mais bon, voilà, un peu plus haut en tout cas qu'avant. Et du coup, cette même personne, elle sera conseillée à des gens qui n'avaient pas le même prix, parce qu'on est sur un x2 des 162 quasiment. Oui, Et exactement. et du coup, faites attention, parce que bah, là, un calcul, quelqu'un qui avait fait ce choix à l'époque, bah, au final, il peut vous donner un très mauvais conseil. Là, Ouais. j'ai fait un calcul pour une cliente sur 3 ans. Elle économise 7000 balles en prenant la CMU, et elle n'a pas une perspective de revenus qui vont exploser, donc il n'y a pas trop de risques. En tout cas, elle va devoir changer d'entreprise pour faire évoluer, donc on pourra jouer avec le droit d'option à ce moment-là. En fait, je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut pouvoir se renseigner auprès des bonnes personnes. C'est ça surtout. On est là, on est là pour ça, nous. Parce que c'est notre quotidien. Ah oui, non, mais totalement, totalement, totalement. Non, mais c'est pour montrer un peu à quel point bah, faites attention, parce que là, je donne une source comme ça. Mais de toute façon, j'ai déjà raconté plein de choses sur les vidéos. Les gens, ils veulent pas tout calculer et tout, mais faites vraiment attention, parce que là, ça devient d'autant plus crucial de faire les calculs avant de faire son choix, parce qu'un choix qui est quasiment irrévocable. Donc, franchement, faire un rendez-vous, une simulation, juste pour savoir déjà ça, ça peut faire économiser, bah, comme je dis là à la cliente, 7000 et quelques sur les 3 premières Ouais, années. non, mais c'est sûr. Hein. Tout à l'heure, tu parles 13 000, on est sur les impôts. Mais du coup, 7 000 plus si tu en perds un coup sur la CME, un coup sur les Sur les impôts, impôts, un coup sur le deuxième pilier, ouais. tu laisses tout en supplétif, tu places jamais rien de ton existence. Et tes 2-3 moves comme ça, bah, t'en arrives vite à des sommes astronomiques, en fait. Mm. On parle plus de milliers ou de dizaines de milliers. D'ailleurs, qu'est-ce que toi, sur le marché, tu vois un peu comme erreur que peut faire frontalier aux résidents? Est-ce que tu en aurais, si tu réfléchis un petit peu, des types de lacunes que tu peux voir qui sont pas anticipées? C'est, ouais, particulièrement sur l'impôt. En fait, ne pas bien gérer les changements de situation. C'est-à-dire à quel niveau? Ben, Situation professionnelle, situation même familiale? personnel, en fait. On part du principe que ce qu'on a payé comme impôt une année sera toujours le cas les années suivantes. Bah non. En fait, il faut être vigilant sur le sujet. Il y a quand même, comme tu viens de le dire, hein, des gros enjeux. Donc, c'est pas parce en gros, hein, pour résumer, c'est pas parce que la situation était comme ça une année qu'elle le sera les années suivantes. Parce que la situation personnelle peut être amenée à évoluer. On emménage avec quelqu'un, on a des enfants, on se sépare, ou même le travail aussi peut être amené à évoluer professionnellement, à perdre son emploi. Donc rien n'est figé. Rien n'est figé. N'oublions pas aussi qu'on est dans un pays où les réglementations, elles changent très fréquemment. Là, on a vécu cette année un gros chamboulement pour des couples séparés, avec des enfants à charge partagée, hein, où là, ils n'avaient plus qu'une seule possibilité pour faire corriger leur impôt, c'était de faire un statut de quasi-résident, chose qui n'était pas le cas encore l'année passée. Hein. Elle était incroyable, cette statue. Ouais, alors incroyable, mais aussi lourd. Et C'est-à-dire un synonyme d'impôt plus onéreux pour nos clients. Maintenant? Ouais. Oui, non, mais que je disais incroyable, c'était le H avant. Ah oui. Le barème H Oui, oui. monoparental avant le changement. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins flexible, on a beaucoup moins de possibilités. Alors, il y a des... là, dans ce cas-là, l'éligibilité, on n'avait pas besoin de la calculer. Tu sais, les 90% de revenus imposés en Suisse, dans ce cas-là, hein, précisément. Donc, ça veut dire que des personnes qui avaient des revenus locatifs pouvaient prétendre à un statut de quasi-résident, qui n'était pas forcément le cas par le passé. Mais à la clé, j'ai surtout un dossier en tête où ce client a vu baisser son remboursement d'impôt d'une année sur l'autre. Ouais, et puis en plus, tu as une idée un peu de la fourchette de... Je crois qu'il a perdu en remboursement 4 000 francs, il semble.
Ouais, d'accord. Et ça, maintenant, ça va être toutes les années suivantes. Oui, alors comme le dit Dominique, des fois on a l'impression que l'administration fiscale teste et adapte au fil de l'eau. Donc on verra l'année prochaine comment ça va se Ouais, passer. Ouais. comment ils vont faire. Après, il était très, très avantageux, le barème, avant qu'il le change. Après, sinon, au niveau au niveau de la retraite, toi qui as fait le diplôme, euh, comment on calcule une lacune à la retraite? Comment on calcule un petit peu... comment ça Mais on fonctionne? fait des projections en fait. On connaît assez bien le mode de fonctionnement de la prévoyance en Suisse. Donc le premier et le deuxième pilier qui ont été mis en place. On connaît le mode de calcul. Hein. On sait, on a des outils de calcul qui nous permettent de donner déjà un ordre d'idée. De savoir déjà où on va, Où on va. Et c'est important de l'envisager parce qu'il y a quand même des conditions en Suisse pour pouvoir prétendre, par exemple, je pense à la rente AVS, donc du premier pilier. Pour pouvoir prétendre à la rente maximale, il faut avoir cotisé 44 ans en Suisse. Qui, par exemple, dans mon cas, d'être arrivé un peu sur le tard, mais pas tant, il va me manquer 4 années, si toutefois j'ai jusqu'à 65 ans. Et ben, par année manquante, c'est 2,3% de ma rente qui va être déduit. Donc là, jusqu'à 4 années, c'est 10%. Tac. Okay. Donc on utilise les outils que nous met à disposition le canton ou la Confédération. Pour le deuxième pilier, c'est plus simple, je trouve, parce qu'on a vraiment les certificats de prévoyance qui sont transmis à chaque employé en début d'année. Puis maintenant, on est sur des accès en ligne également qui nous permettent à tout moment d'avoir une vision précise de combien on dispose clairement. Donc, avec les projections, c'est assez confortable, je trouve. Mais après, il y en a plein, je sais que moi, dans les retours que j'ai eu, il y a quand même pas mal d'employeurs qui ne l'envoient pas forcément leur fiche de prévoyance tous les ans. Non, mais parce qu'eux aussi, ils ont mis à disposition de leurs salariés des comptes. Ah, c'est juste les salariés qui n'ont pas tous les comptes, parce que j'en ai eu quelques-uns qui avaient les comptes. C'est une obligation légale d'envoyer le certificat de prévoyance une fois par an. Ok. Ouais, il me semble. Non, c'est possible. Ouais, mais après, bon, moi, par exemple, en hôtellerie, ils m'ont jamais envoyé le certificat de salaire. Après, il suffit que tu aies ton certificat de salaire. Il suffit que tu aies changé d'adresse pour qu'il soit envoyé à l'ancienne adresse. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais ok. Et par exemple, si demain, j'ai besoin de 4 000 € à la retraite, comment tu pourrais savoir combien il me faudrait, comment faire une perspective de retraite? Comme je te dis, on a les outils de projection qui nous permettent vraiment d'envisager la situation de la personne dans 20 à 30 ans, sur la durée. Oui, mais ça, c'est sur la partie retraite légale. Mais si je veux combler une lacune? On a un merveilleux outil et qui va devenir, à terme, je pense, le seul outil de défiscalisation qui reste le troisième pilier, en banque ou en assurance. Mais du coup, comment savoir les montants, le montant que je peux avoir pour combler une lacune? On calcule par rapport au montant que tu auras besoin, toi. On part de là, en fait. La question qu'on pose à nos clients, c'est avez-vous déjà réfléchi à combien vous auriez besoin une fois à la retraite pour vivre, pour maintenir votre standing de vie? Ok, on part de là. On fait les calculs avec l'AVS et la LPP, premier, deuxième pilier. Quelle serait une estimation? On n'est évidemment pas au franc près. Oui, bah oui. Non, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez... De toute façon, s'ils arrêtent de travailler un mois, un an, je veux dire, il y a un problème. Il y a vite des lacunes. Donc nous, on vient avec des chiffres, on va dire pas approximatifs, mais on va dire grosse maille quand même. Et puis après, on fait la différence entre le montant indiqué par le client, du combien vous auriez besoin pour vivre décemment, enfin correctement à la retraite, et on compare avec la rente AVS, la rente LPP. Et ça, c'est sans parler des personnes qui pourraient prétendre à de la retraite en France, par exemple. Oui. Oui, puisque la retraite en France qui est bien plus compliquée à... Oui, qui est bien plus compliquée et sur des niveaux bien plus faibles aussi. Enfin, moi, je suis évidemment française, je vis en France, mes enfants sont scolarisés en France. Malheureusement, j'ai aucun espoir dans le système de retraite français. Aucun. Donc... Je suis même pas sûr que dans ton cas, ça vaudra le coup de l'accepter. Non, clairement pas. Clairement pas, parce que
parce que ça pourrait me faire payer des cotisations sociales, nos fameuses CSG et CRDS à hauteur de 19%, je crois, sur mes rentes suisses. Bon, après, gardons en tête que la retraite est aussi une occasion de réinitialiser son droit d'option. Donc pour les personnes qui sont à la CMU à la retraite, hop, dès la réception de la première rente AVS, ils peuvent basculer à la LAMAL. Et faire le switch. Et faire le switch. Ils ont tout intérêt même peut-être à le faire suivant le montant oui, final. Oui, bien sûr. Et puis si j'ai des clients qui arrivent un peu sur le tard, enfin un peu même beaucoup sur le tard, autant pour moi, mes quelques années de travail en France, je pense que je pourrais m'en passer. Par contre, une personne qui arrive à 40 ans, qui a travaillé 20 ans en France, bah là, même moi, j'ai du mal à lui dire va falloir réfléchir à vous passer de votre pension française. Non. Et par contre, heureusement, on a quand même différents leviers, parce qu'il y a aussi pas mal de méconnaissances. Le droit d'option, on l'oublie, alors que c'est écrit sur le fameux formulaire de choix, là, que le départ en retraite est une occasion de réinitialiser. Le formulaire de choix qu'on peut se passer désormais en Haute-Savoie. D'ailleurs, je ne sais pas quand c'est qu'ils vont se réveiller pour l'un, mais le formulaire de droit d'option. Côté Haute-Savoie, on a le site maintenant, le lien du site, et dans l'un, il reste toujours sur ce format papier. Sur le papier. Et il passe pas ça. Et d'ailleurs, tiens, une petite problématique que j'ai relevée sur pas mal de clients. C'était déjà arrivé qu'ils renvoient le document, les CNTFS ? Le document de droit d'option, est-ce que c'est déjà arrivé chez toi ? Parce que moi, non. Ou allez, 2-3 fois. Que quand le client l'envoie... Donc, le client fait tamponner... Oui, mais est-ce qu'il a déjà eu le retour tamponné sans qu'il le demande explicitement ? Moi, ce que je demande à mes clients, c'est de se rendre physiquement à la CPAM, qu'ils fassent tamponner et qu'ils remettent le document en main propre. Parce qu'on a eu des cas. C'est le Denti, ici ? Alors, le lieu, sincèrement, je ne pourrais pas te dire. Je crois que c'était sur Annemasse, il me semble, où une cliente avait envoyé ce formulaire à la CPAM ici, là, et il n'y a jamais eu de retour. Donc maintenant, ma reco, c'était de dire, oui, alors effectivement, ça peut potentiellement prendre un petit peu de temps de se déplacer. Il faut avoir du temps, faire la queue, machin. Mais l'idée, c'est de vraiment que le formulaire soit pris en compte, tamponné, signé par la CPM. Et ce formulaire, surtout, il faut bien garder une copie. Parce que moi, je sais qu'en général, je les envoyais à Annecy, parce que c'était là-bas la centrale, qui disait. Et par contre, moi, ils avaient été refusés directement à Annecy. Ils les ont renvoyés eux-mêmes sur le site. Et c'est là où j'avais c'est là où j'avais découvert ce site. Et 2-3 clients, du coup, après, moi, je les ai tous fait passer par ce site. Tu vois, ça m'a merci de l'info, parce que je ne le savais pas. Ouais, après, peut-être qu'il y en a qui arrivaient à passer à Annemasse à se les faire tamponner, parce que suivant lesquels, il y a le seuil de tolérance de... Oui, j'ai une cliente qui l'a fait cet été. C'était en juillet. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'on pouvait les envoyer comme ça. Moi, j'y vais. Je leur fais... ils y vont. Moi, par exemple, justement, ils ont tellement... Sur mes clients, ils ont tellement jamais renvoyé ce document, alors que c'est leur devoir. On envoie, on fait la droit d'option, ils le tamponnent, ils nous renvoient, fourni à la SAM. Et ils l'ont tellement pas fait que du coup, maintenant, j'anticipe le truc. Parce que ma conjointe, ils l'ont pas fait 1 an après. La SAM qui lui envoie une facture, on vous a associé. Et ça, tous mes clients, ils le font. Genre, ils font la demande. La CPM leur envoie jamais le document, du coup ils passent après à autre chose, ils font leur vie. Et puis là ils reçoivent une facture de la SAM avec des montants faramineux. Les mecs ils prennent un coup de sueur comme jamais, alors qu'ils ont fait le droit d'option. Ils n'ont juste pas donné le document à la SAM. Je leur dis non mais tranquille, tu prends ton document, tu l'envoies à SAM, t'as fait ton droit en temps en heure, c'est fini. Et garder une preuve surtout, parce que l'erreur est humaine aussi. Enfin, personne n'est à l'abri d'un document égaré. Et là l'enjeu est relativement important. Là, il peut faire très très mal. Mais du coup, voilà, donc maintenant, moi, je fais que j'envoie le document, je mets un réveil, là, notamment, j'ai un client le mois prochain, je mets un réveil 3 mois après, et je lui dis 3 mois après, tu recontactes la CPM, tu leur dis mon document, il est où ? Et généralement, ils le prennent, ils le renvoient instinctivement. Mais ce document je trouve ça chiant, qui en fait, ils font pas leur travail pour ce type de document, ils doivent le renvoyer, ils le renvoient jamais, quoi. Ouais, ou c'est égaré, mais on voit bien qu'en fait, même entre eux, ils ont du mal à adopter la même démarche. Donc, Oui, et puis le formulaire S1 qui est encore demandé sur le site, alors que le formulaire S1, c'est Elzana qui l'envoie. Il n'y a aucune uniformisation. Le risque, c'est que nos clients, finalement, soient affiliés au système suisse d'office. Et là, ça peut être
Ah, et surtout que Très douloureux, hein. surtout qu'il y a la rétrocession quand Bah, les quand il pénalités de retard ouais et les pénalités de de retard en plus. 30%. 30% rétrocession, donc les gens qui ont un an d'arrière, boum. Et en plus, s'ils affilient maintenant, ils affilient un peu tout le monde. Je crois qu'on était à Groupe Mutuel l'année dernière et je crois que maintenant cette année, c'est One Life. Ah ouais? Ah ouais, je crois que j'en ai eu qui sont tombés sur CSS ou des bails comme ça. Moi, j'ai eu Swika, je crois. Ok, Une affiliation ouais, d'office sur Swika. ok. Et la Ouais. personne, elle a pris une. Bah, elle a eu peur. Ah Je crois que cette personne a fini par me dire, je crois que je vais arrêter de travailler en Suisse. ouais? Ouais. Ouais, mais comme quoi, justement, en fait, c'est aussi le. Comme quoi, bien anticiper, bien se préparer les trucs, ça vaut le coup parce Bah, que ben, un truc comme ça, boum, au moment où. Suffit que ce soit un moment où tu reviens de voyage, t'as un peu cramé ton blé, ils t'en ah demandent ouais, une grande c'est... facture, là, tu te fais assommer d'un coup. Oui, Hein. bah oui, c'est ultra... Ça peut vite être ultra douloureux, hein. Et en plus, finalement, un poste, la santé, on parle de santé, alors on n'est pas à l'abri, bien sûr, de tomber malade, hein. Mais généralement, on a vraiment l'impression que c'est de l'argent foutu en l'air, quoi. Quand tu payes 300, 400, 500 francs de CMU pour finalement ne jamais aller chez le médecin. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, ouais, le truc, c'est que les gens, ils peuvent tellement se ruiner en faisant des erreurs. En fait, limite, j'ai envie de dire, les erreurs cumulées sur le parcours d'un frontalier au résident, dans tous les cas, ça revient au même, mais d'un nouvel arrivant, bah, les erreurs cumulées peuvent faire sa pérennité et son patrimoine dans un cas en sa faveur, dans l'autre cas en sa complète défaveur. Totalement, ouais. Et puis, moi, ce que je peux regretter des fois, c'est que... Alors, j'incrimine personne, hein, j'ai évidemment pas de nom à citer, mais peut-être qu'au sein des services des ressources humaines, il n'y a pas forcément d'accompagnement. On ne dit pas que ces personnes doivent faire notre boulot, parce Mhm. qu'elles ont leur propre attribution, mais peut-être informer ou rendre vigilants les nouveaux arrivants sur le fait qu'il y a des obligations, le fait de s'affilier et ne pas tarder parce que c'est sous son nom de jour, que pour les impôts, bah, on est dans notre pays, donc il faut faire attention et qu'il y a des optimisations de la défiscalisation à faire, et que le 3, je crois que le maître mot, ce serait de dire, mais renseignez-vous, en fait, parce qu'on est dans un pays où il y a des personnes pour qui c'est le travail d'accompagner, euh, mais pas que les nouveaux arrivants. Finalement, Oui, ça tous les gens. tout le monde pourrait Mais, être amené à être intéressé par ce qu'on fait, par ce qu'on ouais, apporte. ouais, mais après, je pense que les deux problèmes des Français notamment, c'est un, en France, c'est très mal vu les conseillers. Loot Wall Street, du moins c'est de l'arnaque, etc. Et on voit ça pour les classes un peu plus au-dessus, même si on sait très bien que tous les riches font que de l'optimisation parce qu'ils payent jamais d'impôts. Oui, Donc il y a quand même oui, une on a référence. des idées reçues, comme tu as dit tout à l'heure, hein. Il faut avoir de l'argent pour aller consulter un conseiller financier. Ben, pas forcément. Mais, Un franc est un franc, donc... pardon, je t'ai coupé, mais non, vas-y. quand on fait nos simulations d'impôts et que, comme je dis à mes clients, de toute façon, en tout cas chez Prométhée, quand on parle d'impôts et de factures, c'est en plusieurs temps, on va faire des simulations et comparer l'impôt qui a été payé tous les mois et de l'impôt si on faisait une rectification simple ou si la personne toutefois est éligible au quasi-résident, si on fait un quasi-résident. Et puis selon le résultat, c'est au client de décider. De toute façon, nous, on n'impose rien. Évidemment, si on se rend compte que le remboursement attendu va être de 300, 400 francs, même si c'est toujours 200 ou 300 francs, hein, peu importe, derrière, nous, on va quand même envoyer une facture dès lors qu'on fait la déclaration. S'il reste 100 francs d'avantage, 100 francs pour le client, c'est le client qui va décider si on fait ou pas la déclaration. Ouais, mais c'est pour ça, déjà faire là une simulation, ça coûte rien, c'est la première approche. Et il n'y a que s'il y a des étapes après où il y a des facturations. Déjà, il n'y a pas de facturation qui tombe. Mais après, je pense justement, en deuxième truc, que les Français, pourquoi ils viennent pas autant voir des conseillers, peut-être que les Suisses, qui sont pas autant sensibilisés là-dessus, c'est qu'en France, nos déclarations d'impôts, elles sont faites tout seuls. Oui. De base, le citoyen français lambda, il y en a une partie qui font les frais réels, du moins qui ont déjà... Ouais, mais même ça, on se rend compte que tous les jours, quand on pose la question, vous faites les frais réels ou l'abattement de 10%, on a nos clients qui nous font Ouais. des gros yeux ronds. Ok. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a été tellement habitués à avoir nos impôts. Bah, moi, je sais qu'avant d'arriver ici en Suisse, et notamment en rentrant dans le métier, c'est là où j'ai vraiment eu le déclic, je n'ai jamais fait d'impôt de ma vie.
Moi, tous mes trucs, ils étaient remplis automatiquement. Je fais une signature, je renvoie, je fais une signature, je renvoie. Donc, on ne sait pas faire les impôts. Non, non, non. Puis là, on arrive Ouais. dans un pays où canton de Vaud, c'est imposé en France, canton de Suisse, c'est imposé. Tu as le frontalier Semeunier dans le canton de Vaud, donc tu peux se faire imposer en Suisse dans certains cas. Ouais, ouais, non, mais Et il y a ça plein joue de dans tout il y a plein de particularités, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier. Oui, Hein. bien sûr, bien sûr. Mais Mm. je veux dire, c'est là aussi où ils peuvent se rendre compte que oui, à l'époque, c'était tout simple, tout était fait, etc. Oui, on gagne plus en Suisse, mais par contre, maintenant, les enjeux fiscaux sont bien plus importants entre le droit d'option, le deuxième pilier, le troisième pilier, qui est quand même plutôt intéressant en Suisse, comparé à ce qu'on pourrait retrouver en France. Le fait, justement, des déclarations d'impôts qu'on n'était pas habitué à avoir, mais qui là changent de côté. Le mec, il a travaillé Vaud, Genève, il est imposé des deux côtés du territoire. Mm. Il a eu le chômage n'est pas correctement imposé, ça fait exploser Oui. son truc. Donc il y a plein de moments où c'est plus pareil, on vient de changer de règles. Quand on arrive, en tout cas, on change complètement de règles. Et le métier est d'autant plus important. Je pense que de toute façon, il y a moins de conseillers par habitant en France que ce qu'il y en a en Suisse. Oui, c'est sûr. Je- C'est sûr, mais là, avec l'obligation d'être certifié AFA, Ouais, ça va aussi un peu... Ouais, après, ils ont simplifié le dernier, du moins de ce que j'en comprends aussi, là, le tronc en ligne, etc. Alors, ça va réduire le marché, mais ils l'ont aussi nettement simplifié comparé à celui qu'on a passé déjà. Bah, ça, après, moi je peux pas juger, hein, j'ai passé que l'ancienne version, donc... Oui, mais justement, en gros, de ce que j'en ai compris, bon, maintenant, ils peuvent faire en ligne, nous, on n'avait pas le droit, Oui. déjà. Et maintenant, ils ont 3 ou 4 branches d'assurance. Alors que nous, on a dû Oui. passer tout d'un coup. Oui, je trouve ça, c'est bien. C'est un peu mieux que de se prendre la Parce pression. qu'effectivement, cet examen écrit où on avait des questions sur ces 4 thématiques. Si on se foirait sur une thématique, ça risquait de nous pénaliser et de nous faire louper l'écrit. Aujourd'hui, on valide vraiment Ce qu'on a besoin, ouais. les 4 pôles distinctement. Alors, oui, et plus rapidement. Ouais. On a des inscriptions en ligne apparemment. Tous les mois, je crois. Ouais, enfin pas du jour au lendemain, mais presque. Ouais, nous, c'était tous les 3 fois par an. Il fallait s'inscrire 3 mois avant. Donc, inscription août, décembre et avril pour passer juin, octobre et mars. Et maintenant, c'est tous les mois. C'est tous les mois, ouais. Toutes les branches. Et puis, même à l'oral, les questions de l'oral quand elles tombaient sur bâtiment, maître d'ouvrage. Alors ça, c'est un truc qui m'a fait sourire, c'est que nous, effectivement, cet examen oral qu'on n'a pas... On était ensemble dans la salle de l'oral, où on avait donc 30 minutes pour préparer un cas. Mhm. Aujourd'hui, les candidats reçoivent le cas 3 jours avant. Ouais, j'ai entendu ça. C'est incroyable. Parce que là, en 30 minutes, je me souviens que moi, la strat, ça me fait rire, parce que du coup, c'était une pression de fou. Mais en 30 minutes, alors en plus, moi, je suis dyslexique. Mais en 30 minutes, le but, c'était d'acheter des stylos qui s'effacent, histoire que si tu loupes ton schéma, tu gommes et tu n'as pas tout à refaire. Exactement. Parce que la première fois, je n'avais pas ce tips du prof, d'ailleurs, qui nous avait donné. Et du coup, j'avais fait mon truc, j'avais loupé mon schéma. Du coup, tu reprends un schéma, tu recommences tout. Tu perdais ce temps Mais là, tu important de 3 préparation. Là, tu as 3 jours pour le préparer, donc ça, c'est confortable. Après, on ose imaginer que peut-être il y aura... le système de notation sera peut-être un petit peu plus... J'espère. J'espère. Parce que 3 jours avant, ça veut dire que je l'envoie à GPT. Ouais, enfin, tu le partages avec tes collègues. Tu as le temps de le préparer, quoi, en 3 jours. Ouais, tu peux demander un petit cours au prof juste avant les 3 jours. Ouais, ça, il y a un business. Tu prépares juste ton cas. Ouais. T'es au max. Franchement, easy money presque. Mais écoute, ça nous aura rendu. En tout cas, on est bien content. Bien content de l'avoir passé. Pas dire que c'était un des plus beaux jours de ma vie quand j'ai eu le résultat, mais presque, parce que quand je m'étais inscrit, c'est donc Elio qui m'avait dit Coralie, passe-le parce que ça va changer. Moi, il y avait des bruits qui couraient que plus on se rapprochait de la date fatidique et plus le niveau allait être élevé. Donc je me suis inscrite très rapidement, mais on m'a dit mais c'est trop tôt, une personne dont je tairais le nom m'avait dit en fait tu vas griller une cartouche, hein, ma grande. Oui, parce qu'il y avait aussi ce facteur, c'est que maintenant il n'y a plus de cartouches. Oui. Il y a, oui, il n'y a plus de cartouches. Non, tu peux passer 10, autant de fois que tu veux. Ouais. Nous, à l'époque, quand on l'avait passé, le schéma, c'est on a le droit qu'à 3 tentatives, sinon c'est l'IAF. Donc c'est le diplôme d'études. Ouais. Et du coup, moi, je sais que j'en avais niqué une. Donc la deuxième, t'arrives un peu comme ça. T'as un peu plus de pression. Et puis la troisième, tu fais un infarctus. Hein.
T'arrives à l'examen, franchement, t'es comme ça, hein, je pense. Non, mais écoute, ça s'est plutôt bien passé, hein. Ouais, ouais. Pour Ouais. nous, on était contents. Enfin, moi, perso, j'étais très Oh, contente. moi, j'étais très, très content. Mm. J'avais pas misé une bille, mais j'étais très, très content de cette réponse. Parce que du coup, ouais, on l'a eu. Après, t'as fait ton enregistrement à la FINMA. Ouais, alors On l'a que fait. c'est compliqué, hein. Mais Moi, toi, tu ça. l'as eu. Attends, c'est toi qui l'as eu vite ou c'est. Non, non, moi, je l'ai 6 mois. Ah non, toi, tu l'as eu après moi. Je l'ai eu, j'ai eu la valide, donc on a été certifié, enfin on a la Juillet. validation qu'on passait, c'était début juillet. Ouais. J'ai assez rapidement préparé les documents et transmis les pièces, mais la validation, je l'ai eu fin décembre. C'était très long. Mais je crois qu'on était alors en même temps, parce que moi, je l'ai eu vers décembre aussi. Oui, toi tu l'as eu avant moi, Juste je avant. crois, quelques Ouais. jours avant. Comparativement à une des personnes qui travaillait dans mon équipe, ça s'est fait en une semaine. Mais du coup, voilà. Donc, vous pouvez retrouver aussi Coralie sur le site officiel de la FINMA, dans lequel je suis présent. Dans le registre, ouais. Dans le registre de la FINMA. Alors, il faut taper quoi? FINMA, registre public. Registre des conseillers, je crois. Intermédiaire d'assurance, je crois, Ouais, registre oui. public des intermédiaires d'assurance. Prends ta Prométhée Conseil ou Coralie Bonifay, Ouais. Jordan Gerbon. Et puis, on est tous les deux rattachés c'est ça, au numéro FINMA du cabinet. c'est ça, Mm. c'est ça. Mais moi, je pense que c'est très bonne chose, cette obligation de pouvoir, d'être certifié en tout cas. Oui, moi je pense que c'est Ça une très très... va épurer ce marché qui est ultra concurrentiel. Alors, je ne suis pas contre la concurrence. Par contre, je suis contre le défaut de conseil et Ouais. les personnes mal intentionnées. Parce qu'on l'entend finalement, ce sont ces personnes-là qui font le plus de mal à notre profession. Enfin, combien de clients on dit, oui, enfin moi, je change de conseiller tous les 4 matins, ou cette personne-là a oublié de me dire que si je prenais cette option-là, bah, j'allais avoir les inconvénients avec. Enfin, Ah ouais, bien sûr, bah, de toute façon, en même temps, si le mec, il était boulanger, le lendemain, il est en train de faire ça, et qu'en plus de ça, il est là juste pour la com, donc juste un gros commercial qui connaît rien mm, à la vente, bah déjà, il va te dire tous les chiffres à côté de la plaque, ce que j'ai déjà vu clairement mm. sous mes yeux. Et bah, les fonds, il va faire des choix, des fonds non réfléchis, C'est pas, les choix mal c'est- calculés. ouais, c'est pas si simple ce métier-là en fait. Non. Bah, c'est un Et métier où on n'a jamais la réponse, parce que même quand on appelle l'administration fiscale, on l'appelle 2 fois. Il on nous a est... plusieurs interlocuteurs, on a plusieurs interlocuteurs, on peut avoir plusieurs réponses. C'est Souris qui m'avait dit quand tu as un doute, t'appelles une troisième fois. Ah oui, t'avais dit ça? Souris m'avait dit si tu as un doute, t'appelles une troisième fois. Et tu croises les doigts que tu n'as pas une troisième réponse. Ouais. Ah non, mais voilà, pour dire que même en pratiquant le métier, en passant nos journées à appeler les administrations, donc on connaît les tips de... moi, sur la page CNTFS, il faut mettre le contrat à la place du formulaire S1, parce que c'est Elzana qui l'envoie. Genre, on connaît les failles, mais malgré ça, on en apprend encore tous les jours. Oui, de toute façon, oui, on en apprend. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est un boulot qui est intéressant au quotidien. Et puis ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se documenter et à apprendre, à lire, se renseigner. Bien sûr. Bah, de toute façon, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous sur la chaîne. Retraite, troisième pilier a été fait, la retraite globale, tous les piliers ont été faits, les impôts ont été faits. Il y en a encore cette année pour les impôts de cette année, du moins. J'essaie de faire des petits refresh en même temps. Donc, il y en a qui ont déjà vu. Mais au moins, il y a de la doc et après, il y a l'État suisse fournit déjà de très très belles Oui, informations. oui. Maintenant, le mieux que je pense, parce que bah, la plupart des gens n'ont pas le temps et n'ont pas l'envie d'apprendre, c'est de prendre un rendez-vous, une simulation, et puis au moins vous avez vos réponses. S'il y a des choses à faire, vous aurez un rendez-vous physique. S'il n'y a pas de choses à faire, vous aurez juste réservé un appel et vous aurez perdu 15 minutes de votre vie. Mais en général, il y en a peu qui perdent réellement du temps là-dessus. Donc, Oui, effectivement, on a toujours quelque chose à faire. Et ok. Bah, en tout cas, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une petite phrase, quelque chose à dire à nos interlocuteurs, une petite phrase de fin? Petite phrase de fin? Non, mais Qu'est-ce que tu leur conseilles? je pense qu'il faut rester vigilant. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que une année la situation était comme ça que ça sera le cas dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est important, je pense, d'être bien accompagné, mais pas toutes les années ou plus, Ouais. chaque année. Voilà. Être bien entouré. D'être bien entouré, ouais. Ok. De regarder les avis et se documenter Mhm. beaucoup, se renseigner sur le cabinet, ce qu'on fait.
Moi, j'invite beaucoup mes clients. Alors, c'est vrai que on a toujours généralement un premier contact par téléphone. Et moi, je prône pour des rendez-vous physiques au cabinet. La visio, je suis toujours moins à l'aise. Je trouve aussi que c'est plus rassurant pour nos clients de voir qu'il y a une réelle structure. On n'est pas une simple voix au téléphone, qui a des réels locaux, qui a une équipe, que vous allez sur le site Prométhée Conseil, bah, vous nous voyez. Hein, on a tous notre tête d'afficher sur sur le site. C'est pas du fake. On est bien là, on existe et en tout cas, on fait au mieux pour répondre à nos clients le plus justement possible. Ok, ok. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir pu partager ce moment. Merci. J'espère que ça va les aider au maximum. Donc, bah, je vous invite, du coup, si vous avez besoin de faire une simulation ou vous voulez avoir des informations, à réserver un appel directement sous cette vidéo. Elle sera vous conseiller correctement, hein. Et puis, je vous invite, comme d'habitude, à laisser un commentaire, un like ou un abonnement et poser vos questions directement dans l'espace. En tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi. C'était Jordan et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!